Salut, c'est Seth Joes Et Sizi. et vous regardez Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va les gars? Ça va très bien. Ça va super. Seth Joes, toi t'es rappeur, t'as 24 ans, Mhm. tu viens de Lorraine, Ouais, d'une ville en Lorraine, rappelle-moi. absolument, c'est rappelle-moi le Sarrebourg. nom. Ok. Tu sors ta première mixtape qui s'appelle Rage. Yes. Et à la différence d'autres projets, le beatmaker est plus mis en avant que sur d'autres projets de rap. C'est carrément. C'est pour ça que t'es là, Sizi. Exactement. Toi, Sizi, t'as 22 ans, Exact. t'es producteur, beatmaker, top liner, musicien. Je suis pas trop top liner. J'essaye quand c'est avec des personnes que j'ai l'habitude de bosser. Mais sinon, je propose que des instrus et je propose des idées de réalisation sur des projets ou sur des musiques en général, quoi. Ok. Bah, t'as travaillé avec énormément de grands noms du rap français. T'as Ça beaucoup va. travaillé avec Ça Vald. va pour nous. T'as vraiment beaucoup travaillé avec Vald. C'est toi qui es Ouais. derrière la majorité de ces morceaux. Ouais. Et donc, sur ce projet qui s'appelle Rage, Mhm. vous avez décidé de vous placer au même niveau, Exact. le beatmaker et le rappeur. Exact. Pourquoi vous avez choisi de vous placer de cette façon-là, alors que généralement, les beatmakers, c'est ceux qu'on voit dans les crédits, mais qu'on ne met pas forcément en avant? On a eu. C'était une envie, je pense, commune. On s'est rencontrés suite à un freestyle il avait produit la prod pour Combini. Pour Combini, ouais. Et du coup, après, il a kiffé le freestyle. On a commencé à se parler sur Instagram, etc. Au début, on devait faire simplement 3 titres ensemble. Mhm. Et après, on s'est dit, bon, allez, chacun de nous avait envie de faire un projet comme ça, avec vraiment un rappeur et un beatmaker au Ouais, même niveau. On avait vraiment un bon feeling, quoi, quand on était en studio. Comme je l'avais dit, je crois que c'était sur Twitter ou sur Insta, Turbo S, le dernier clip qui est sorti, c'est le premier morceau qu'on a fait en studio. Genre vraiment, quand on est arrivé en studio tous les deux, on a fait ce morceau. Mhm. Et le feeling, il est grave passé direct. On a sorti plein de morceaux en une séance. Il est super réactif, il est no limite en fait. Donc il veut poser sur tout. Tu vois, il se met pas de barrière. Et je me suis dit, ah ouais, ça serait trop lourd qu'on fasse un projet, on se met pas de barrière et on y va, tu vois, on y va à fond. Ouais, de ouf. Et on avait la même idée et c'était comme ça, quoi. Aujourd'hui, le travail de la prod, c'est super important parce qu'aujourd'hui, dans le rap, les gens, ils ont envie de s'ambiancer, ils ont envie d'écouter des mélodies. Mhm. Et par rapport à il y a 10-15 ans, ça a pris beaucoup plus d'importance. Comment vous expliquez que justement, les beatmakers, ils soient pas mis en avant? Moi, Vas-y, je te laisse répondre. C'est quand même ton domaine. Moi, en tout cas pour moi, j'ai toujours voulu avoir cette image de beatmaker un peu américain sur le devant de la scène, qui se montre beaucoup. Et donc j'ai fait ça dès le début. Après, j'ai eu, grâce à Vald, en grosse partie, beaucoup de followers. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc après, j'ai réussi à faire ma com autour de moi. Mais après, c'était quoi la question? C'est pourquoi les beatmakers, ils se montrent pas? Ouais, pourquoi ils sont pas mis en avant alors qu'ils sont très très importants? Je pense... Ouais, vas-y, dis-moi. Moi, je pense que ça vient du développement de notre style de musique ou même de la musique en général depuis un certain nombre d'années, où ils sont naturellement mis au début en tant que hommes de l'ombre, mais finalement, ils ont tout autant de légitimité à se montrer, à être fiers de ce qu'ils font et à qu'on les reconnaisse, tout simplement. Mais dans d'autres genres musicaux, par exemple, vous deux, avant de vous lancer dans le rap, vous avez eu une période un peu métal, Mhm. si je me trompe pas. Absolument. T'es bien renseigné, toi. Je peux te le garantir. Dans ce genre musical, par exemple, les musiciens, ils ont autant d'importance que le chanteur. Ouais, Bien sûr. ouais, carrément. Est-ce que c'est un peu un retour aussi à une période où on se dit, bah non, les musiciens, ils font partie du groupe, ils font partie du duo et de la création musicale à part entière, en fait. Après, dans comme le métal, le chanteur, comme le rappeur. les musiciens sont sur scène aussi. Ça aide aussi, je pense, parce que dans un album de rap, il y a parfois plusieurs producteurs, à part sur Rage où c'est uniquement Sizi, vous l'avez bien compris. Je pense que c'est compliqué de mettre tout le monde sur scène, etc. Et puis surtout, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur scène. Et je pense que le fait que les musiciens
fasse des prestations live avec des groupes de métal ou groupes de rock, ça aide au fait qu'il soit plus reconnu, mis en avant. Bien sûr. C'est vraiment différent, quoi. Il y a quelque chose qui est significatif de cette avancée et de cette reconnaissance des beatmakers. Toi, Sidi, tu as commencé à donner des masterclass Ouais, pour exactement. apprendre le beatmaking. Elle est vraiment bien Ouais, renseignée. très bien Elle est très bien renseignée. renseignée. Qui vient à ces masterclass? Tout le monde peut venir au masterclass. Donc là, c'est le moment promo, c'est ça. Tout le monde peut venir au masterclass. Pas besoin d'être beatmaker ou quoi que ce soit. Il peut y avoir des enfants, des parents qui veulent en apprendre plus sur le sujet, venir avec leurs enfants, qui veulent peut-être en faire leur métier ou c'est une passion, donc qui veulent en apprendre plus. Franchement, tout le monde peut venir. Et là, on va bientôt faire une prochaine masterclass qui arrive là courant février, fin février. Et je peux vous garantir que c'est incroyable. Grandiose. Ah oui, c'est incroyable. En tout cas, le projet, il est grandiose. Ah, ça fait Ah, merci. plaisir. Merci. On regarde Turbo S, dont tu parlais tout à l'heure, Sidi. Ramène ton cellulaire, au concert fait la lumière. Rappelle-toi, dans le Diex, on s'enfumait tout l'hiver. Gros, je suis dans l'univers, je trouve ma place et j'y reste. Gros, je suis dans l'univers, je trouve ma place et j'y reste. Li, 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 li. Ce clip, vous l'avez tourné au Japon. Yes. Ouais. Toi, cette Joe, c'était une histoire d'amour avec le Japon Ouais, de qui ouf. dure depuis quelques années déjà. Ouais, ça va faire 4 ans, je crois. Comment 3-4 t'es ans. tombé amoureux de ce pays? Et comment t'y allais et pourquoi t'y allais la première fois? Alors en fait, avant je travaillais dans une casse pendant 3 ans. En gros, j'ai eu mon bac, après je suis parti travailler à la casse pendant 3 ans. Il y a un moment, ça se passait pas très bien, on va Quand dire. tu dis une casse, c'est une casse. Une casse automobile. Ouais, ok. Avec des voitures explosées et on vend les pièces détachées. Ok. Et donc pendant 3 ans, je travaillais là-bas. Au bout d'un moment, je commençais un peu à me sentir pas tellement bien dans ce milieu-là, pas nécessairement à cause du travail, parce que c'était un taf et je voulais bien le faire, etc. Je kiffais. Mais il y a eu un environnement autour qui a commencé à être un peu néfaste et je me sentais pas vraiment à ma place au final. Et du coup, j'ai vu une promo Emirates, 500 balles aller-retour pour Tokyo. Je me suis dit, vas-y, je vais me mettre 2 semaines de vacances et je vais bouger là-bas. Et là-bas, j'ai rencontré des gens qui ont été super importants à ma vie, comme par exemple Nabil Kenem, qui est décédé aujourd'hui, et qui, lui, m'a vraiment... c'était un photographe, en gros, et il m'a montré que c'était possible de gagner sa vie en faisant un métier passion, quoi. Et que j'étais un peu trop jeune pour renoncer et directement me mettre dans un métier alimentaire. Du coup, je suis rentré du Japon, j'ai quitté mon taf, enfin, je me suis fait virer, et je suis parti à Paris. Et là, j'ai commencé à faire du son très sérieusement. Comment Nabil, il t'a poussé à te rendre compte que tu pouvais vivre de ta passion et qu'il fallait que tu le fasses? Par quoi? Est-ce qu'il t'a beaucoup parlé? Est-ce que vous avez beaucoup discuté? Est-ce que par ses actes, peut-être? En premier lieu, par sa situation à lui, parce qu'il avait 30 ans à peu près et qu'il vivait de la photo et c'est pas non plus le métier le plus sûr et ni le plus facile d'en vivre, entre guillemets. Et du coup, sa simple présence, sa situation me montrait que c'était possible. Le mec, c'était un gars cool, on s'entendait bien, on se comprenait bien, il n'y avait pas vraiment comment on appelle ça, d'écart entre nous. Et lui, il a réussi à vivre de sa passion. Et puis après, lui, il m'a blindé le cerveau. Ouais, tu peux le faire, etc. À fond, ça arrache tout. C'est trop tôt pour abandonner, machin. Finalement, je suis revenu chargé à bloc et il avait raison. Donc, merci à lui. Merci Nabil. Yes. J'ai entendu dire que, justement, Nabil, tu l'as rencontré parce que tu as tendance à aller parler aux gens que tu connais pas et t'aimes bien ça. Ouais, j'adore ça, mais ça, c'est récent. Justement, c'est un peu depuis ce voyage-là, en fait. D'accord. Avant ça, j'étais vraiment assez renfermé, etc. Mais le fait de partir tout seul à Tokyo, dans une ville que tu connais pas, ça te pousse forcément à aller vers les gens. C'est-à-dire que t'arrives, ça fait 3 jours que j'avais parlé à personne, je connaissais même plus le son de ma voix limite, tu vois, c'était vraiment, j'allais dormir dans mon hôtel capsule et je sortais, je bouffais, je regardais les gens passer. Ah ouais, ça doit être space. Hein. Ouais, c'était vraiment tout seul, quoi. Ah ouais. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai vu un Renoir, je me suis dit, bon, lui, il parle au minimum anglais ou français, c'est sûr, c'est pas un japonais, quoi, je sais pas ce que je veux dire. Et encore, bon, ça, je pense que c'est un peu limite. Mais en tout cas, je me suis dit, bon, allez, hop, je vais aller. Il a croisé mon regard et il m'a fait un petit signe de tête, etc. Je me suis dit, vas-y, dommage, j'aurais bien voulu lui parler. Et finalement, je suis revenu sur mes pas, il était de nouveau là. Et je me suis dit, bon, c'est le moment. Je lui ai dit, ouais, ça y est, ça va. Est-ce que tu parles anglais? Et je lui dis en français en plus.
Ah ouais. J'étais déconnecté. Il me fait français, mec, et tout. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est vrai que maintenant, je prends plus l'habitude d'aller vers les gens, parler, parce que je trouve qu'on peut rencontrer des gens incroyables qui peuvent changer ta vie ou en tout cas ta vision des choses. Vraiment très simplement, moi je m'arrête maintenant, je parle avec tout le monde. Je parle avec des clochards, je parle avec des gens qui n'ont rien à voir, des bourrés, des mecs qui se posent à côté de moi ou des gens à la caisse ou quoi. Je parle avec tout le monde parce que en vrai, c'est tout ce qu'on a à faire ici, en vrai, je pense. C'est quoi ta plus belle rencontre que tu as faite comme ça à l'improviste? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je pense pas que je pourrais qualifier une de plus belle que les autres. Je pense que c'est... Oui, Samuel, ça fait partie du haut du panier. Mais ouais, on peut pas dire celle-ci était plus belle que les autres, sinon ça veut dire que tu vas descendre toutes les autres. Mais Samuel, en tout cas, récemment, et puis dans l'actualité, ça fait partie des personnes incroyables que j'ai pu rencontrer. Vraiment, c'est génial. Est-ce qu'au début de votre rencontre, vous aviez des a priori l'un sur l'autre que vous avez plus aujourd'hui? Putain, je te laisse commencer. Ça. Allez, vas-y. Franchement, non, parce qu'en fait, pour raconter vite fait l'histoire avec le truc Combini, c'est que j'avais fait les prods, on m'avait fait écouter en avant-première tous les freestyles, Combini, Frenchman, et moi, j'avais vraiment bugué sur lui, parce que j'ai vu un mec tatoué avec les cheveux bizarres, la mâchoire saillante. J'ai fait, oula, c'est qui ce mec là? Et donc, j'ai demandé au mec de Combini, il m'a dit, ouais, et tout, il s'appelle Seth Jones, nanana. Et dès que je suis sorti de Combini, je crois, ou le soir, je lui ai envoyé un message, j'ai dit, ouais, j'ai écouté ce que tu fais, super chaud, viens, on se capte. On est parti boire un verre, on a calé une séance studio, et c'est parti de ça. Mais j'avais pas vraiment d'a priori. Personnellement, moi, je me suis dit, ouais, ça doit être un gars cool, franchement, il pose bien, on va voir ce que ça peut donner, quoi. Moi, j'avais pas d'a priori, mais en tout cas, je le connaissais déjà. Donc ça qui était peut-être un peu spécial. C'est-à-dire que le gars, j'avais déjà suivi son parcours, etc. Il était quand même pas mal mis en avant. Et du coup, quand il m'envoie un message... En plus, moi, j'avais déjà eu l'envie de travailler avec lui. J'avais demandé à mon éditeur, ouais, tu penses que je pourrais avoir des prods de Sizi et tout? Il me fait, on va attendre un peu, je laisse sortir la mixtape, voilà, prendre ton temps, tu sais, il faut s'installer tranquillement, voilà. J'ai dit OK. Et finalement, lui, il m'a envoyé un message, j'étais joie 8, comme on dit. Joie 8? Joie 8, ça c'est un truc qu'on dit à Sarrebourg. 8, c'est une histoire, c'est une longue histoire. En gros, il y avait les frères Sailer, ils étaient 8 frères, ils étaient menteurs. Et après, pour dire quelqu'un est menteur, on dit Sailer 8. Et après, ça s'est dérivé à joie 8. Joie 8, t'as dit? La joie, ouais. fois 8. Ah d'accord. C'est un peu comme les grands 8, mais de la joie, quoi. C'est ça, voilà. on peut le définir comme ça aussi. Ah, ouais. Mais ouais, du coup, j'étais très content, voilà, pour dire. Et puis, je me suis dit, bon, on va le rencontrer, il a l'air cool, etc. J'ai regardé des interviews, en plus, c'était un peu bizarre. Je regardais, je dis, putain, je le vois demain. Comment? Et très cool. Finalement, c'est le même. Ouais, super naturel. Franchement, je vais pas changer pour une personne ou une autre, tu vois. Et franchement, c'est super bien passé. Vous vous connaissez bien maintenant? Vous êtes devenus amis? Ouais, je pense qu'on peut le dire. Ouais. C'est ça, moi, si je peux dire un truc, c'est que dans la musique, c'est ça qui est trop beau, c'est que avant, je faisais de la musique pour faire de la musique et voir les artistes en studio et leur proposer ma musique. Mais maintenant, quand je vais en studio, j'ai envie de créer quelque chose avec l'artiste. Genre créer un lien. C'est-à-dire maintenant, moi, Joz, on va chez lui, il vient chez moi, on va boire un coup. En fait, vous faites pas que de la musique. Voilà, c'est ça. C'est ça, moi, que je kiffe, c'est aller voir d'autres artistes, aller les voir peut-être, je sais pas, ils m'invitent à leur concert, aller les voir à l'after, on rigole, on boit. C'est ça, tu vois, que j'aime. Ça s'est passé comme ça dès le début, en plus. Ça n'a pas vraiment pris de temps avant qu'on fasse pas que de la musique. On s'est vu la première fois, on n'a pas fait de musique. Ensuite, on a fait une session studio. Ensuite, directement, il est venu chez moi, il a joué à Guitar Hero. Il est super fort à Guitar Hero, c'est incroyable. Parce que tu as commencé la musique par Guitar Hero. Ouais, exactement. En fait, j'ai commencé la musique par Guitar Hero et vu que j'avais tout fini en expert, genre en peut-être une soirée ou 2 jours, je sais plus. Et mon père il m'a dit, ah, franchement, t'as agile des doigts et tout, achète une guitare. J'ai acheté une guitare et de là, après, j'ai commencé à faire du métal et après, j'ai dérivé vers le rap. Mais alors que tu t'intéressais pas forcément à la musique avant? J'écoutais, mais non, je m'intéressais pas. Je me disais pas, ça va être mon métier. Non. C'est quand même fou. Ah, comme quoi, la vie... Même moi, des fois, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Mais bon... Ça te joue des tours. Grâce à Guitar Hero, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Les jeux vidéo. T'avais quel âge à ce moment-là? Guitar Hero? Ouais. Moi, je devais avoir 11 ans, 12 ans. 11-12 ans, un truc comme ça. Après, j'ai commencé la guitare et puis plus tard, après, j'ai commencé à faire des instrus. Mais justement, on le disait, le métal, c'est un de vos points communs.
Ouais. Il y en a d'autres, vous êtes tatoués, vous êtes un peu geek sur les bords. Ouais. Ouais. Vous kiffez World of Warcraft, si je ne me Absolument. trompe pas. Toi, t'es vraiment très bien renseigné, toi, par contre. Ouais. Moi, je me suis demandé, est-ce que quand vous étiez ado, vous avez joué au Warhammer? Oh, bien sûr. Ah, moi, j'ai pas joué à Warhammer. Ah, non, moi, J'ai voulu tenter Warhammer Online, mais j'ai pas. Moi, j'allais au Game Workshop. C'est les magasins Warhammer. J'allais guetter les mecs qui faisaient des peintures précises. Mais Est-ce que tu peux expliquer cette chose, ce que c'est les Warhammer pour ceux qui ne savent pas? Mais bien sûr. Parce que c'est vraiment très niche. et vraiment Avec très grand geek. plaisir. Alors, les Warhammer, c'est simple. C'est des petites figurines que tu peux acheter et peindre à ta guise. Il y a des différents codes couleurs en fonction des armées, des races, des clans, etc., des époques même. Et donc, tu te fais tes petites armées, etc. Tu choisis un peu quelle armée tu veux jouer. Et bon, tu vas choisir ça. Et puis après, il y a la deuxième partie, qui est la partie jeu. Et là, tu vas affronter l'armée de quelqu'un d'autre. Je ne suis absolument jamais allé à cette étape. Et je ne suis d'ailleurs jamais allé à l'étape des belles figurines. C'était toujours nul. Ah ouais. Ok. Voilà. Tu peux même construire des terrains. Donc des petits terrains pour faire la guerre. Ah, j'avais vu ça sur YouTube. Il devait être 3h, 4h du matin, j'ai rien à faire. Ouais, j'ai voilà. vu un mec peindre des En général, Warhammer. c'est soit des vidéos que tu vois sur YouTube à 3h Ouais. du matin, soit ça. quand tu es un fan de World of Warcraft, du Hobbit et Ah ouais. du Ça, Seigneur j'adore des ça. Anneaux. Ah, Il y Seigneur a des moyen Anneaux, que ouais. tu aies joué à ça quand tu étais plus jeune. C'est C'est pour ça que je vous ai Il y a posé la des question. figurines en plastique et parfois il y a des chefs de guerre, ils sont carrément en métal, ils font 5-6 cm, c'est impressionnant. C'est vrai que c'est impressionnant. Moi, ça me régale. C'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Vous avez aussi beaucoup de tatouages tous les deux. Ouais. Est-ce que vous pouvez me parler de vos tatouages? Enfin, toi, t'en as vraiment, vraiment beaucoup, cette chose. Ouais. Ah Tu te mets torse nu tout de suite et tu vas rentrer des tatouages. Ah non, bah. Toi, déjà torse nu, il n'y a pas besoin de se mettre torse nu. Ah ouais. Ah ouais. Attends, Ah, il y a des trucs qui se passent comme ça sans qu'on s'en rende compte. Ah ouais. Ils vont mettre des Des petits grands highlights dossiers. comme ça. Ouais, ouais. Ouais, bah oui, donc du coup, j'ai des tatouages. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que tu veux nous parler d'un tatouage en particulier, par exemple? Est-ce que c'est une bande dessinée que tu as sur le torse? Ouais, c'est incroyable ça. J'ai c'est un jamais vu manga. ça auparavant. C'est une planche de manga. C'est une planche de manga du manga Shingeki no Kyojin, qui est aussi Attaque des Titans en français. Et cette planche en particulier parle de la notion de sacrifice. Autrement, bah là, c'est le sourire du chat dans Alice au Pays des Merveilles, sur ma joue. Et autrement, ça, c'est ma symbolique pour dire quand on donne un bras. J'ai donné un bras pour ci, un bras pour ça, etc. Alors, je considère qu'en ce moment, je suis en train de donner un bras pour pas mal de choses. Donc, en vrai, moi, mes tatouages, c'est vraiment pas esthétique. Je fais pas ça pour que ce soit beau ou quoi. D'ailleurs, il y en a pas mal qui sont ratés ou moches ou quoi. J'en ai fait tout seul. Ça, c'est moi, je me suis fait tout seul. Parce que pour moi, c'est des symboles ou des trucs que je veux marquer en moi. Et quand je me modifie, je me sens mieux à chaque fois. Donc, du coup, c'est pas du tout pour la beauté. Cette notion de sacrifice, je ne sais pas si tu l'as aussi, Sizi, mais on l'entend de sacrifice de soi pour arriver quelque part. Ah, bien Mais en tout cas, évidemment. on l'entend, je trouve, dans le projet. Mhm. Cette notion de dire qu'il faut lutter, qu'il faut quand il y a un échec, il faut se relever constamment. Vous, c'est quoi votre mental par rapport à ça? Par rapport au travail et tout Ouais. ça. Moi, Et par j'ai rapport à l'échec aussi, comment vous Moi, voyez je- l'échec? moi, l'échec, je le vois comme une leçon à prendre. Et il faut toujours se relever et faire mieux à chaque fois. Mais moi, si je dois faire une pyramide des priorités dans ma vie, je l'ai déjà fait. Ça a fait bugger certaines personnes, mais moi, je mettrais le travail avant. Mhm. Et moi, après, je mets la famille. Moi, c'est pour moi, tu vois. Ah oui, mais C'est vraiment genre, je mets tout. Je peux tout. Je suis obligé de travailler. Mais comment t'expliques Il ça? faut que je réussisse, en fait. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, je veux ne pas décevoir des gens autour de moi et tout, je me dois de réussir. Finalement, je pense que tu m'arrêtes si je me trompe. Vas-y. Mais quand tu dis que tu mets le travail avant la famille, je pense que finalement, tu mets quand même la famille Oui, avant, non, parce que bien c'est la sûr. famille à toi qui t'a transmis cette... Bien sûr, cette bien mentale, sûr. quoi. Mais peut-être que je peux passer le travail avant la famille avant tout. Bah, c'est ce que tout parent voudrait, je pense. Je pense que aucun parent veut que son enfant se freine pour eux. Donc, en soi, c'est... Bah, tu travailles entendable. pour toi, pas pour eux, quoi. Ah, je suis d'accord. Tu parlais de dépend. réussite, c'est quoi votre définition de la réussite? Pour moi, c'est d'être le plus heureux à chaque table. À chaque fois que tu te poses à une table, il faut être le plus heureux. Ouais, c'est d'être heureux Le dans plus ce que heureux tu de la fais. table, de ceux Ouais. qui sont assis à cette table. Ouais, c'est pour donner un lieu avec des gens, quoi. Mais en tout cas, pour moi, réussir, c'est être le plus heureux. À chaque fois que tu t'assois quelque part, tu es le plus heureux. Pour moi, c'est ça, vraiment réussir. Après, tout le reste, ça peut permettre d'arriver à ça, quoi. Mm. Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, pour moi, réussir, je sais pas comment dire, c'est se donner un objectif et le remplir. Et c'est encore mieux si c'est ta passion, tu vois. C'est-à-dire, c'est un truc que tu kiffes faire, t'es heureux, les gens autour de toi sont contents et c'est bon, tu vois. Enfin, pour moi, c'est ça. J'ai pas vraiment de définition de réussir. Je l'ai pas encore réussi. J'ai pas encore la définition. Donc tu sais pas encore ça? Non. Ok. Il y a pas longtemps, Sizi, tu as posté une photo sur Instagram où tu dis que tu es propriétaire. Exactement. Est-ce ouais. que c'est un peu ça aussi la réussite? Est-ce que ça fait partie de la réussite? Le moment où tu deviens propriétaire dans ta vie? C'est pas. Oh, Sachant que tout le monde n'est pas avec, propriétaire. Hein. Oui, c'est vrai. En France, il y a 58% de personnes qui sont propriétaires. C'est pas donné à tout le monde. Bien sûr, mais je sais pas, comme on en parlait avec Jose, et il y a une phrase que Vald il a dit, fuck it easy déprimé, tu vois, genre. Et dans la vraie vie, c'est un peu ça, tu vois, genre, je suis jamais content de ce que je fais, je suis toujours, ouais, non, il faut plus, c'est rien, il faut plus. Et tout le monde me dit, prends du recul sur ce que tu fais, c'est très bien déjà et tout, nan, mais j'arrive pas à m'en rendre compte. Je sais que c'est très bien, mais j'arrive pas à m'en rendre compte et je me dis déjà, il faut que j'en achète un autre derrière. Tu vois? Non, Il est c'est chaud, vrai. il est chaud. Mais c'est peut-être prétentieux ce que je dis, mais c'est juste que je sais pas, j'arrive pas à prendre conscience des choses. Voilà, c'est tout. Mais en tout cas, c'est très bien, j'invite tout le monde à investir. Ne dépensez pas votre argent bêtement, investissez dans la pierre, vous ne perdez pas d'argent. Voilà. C'était le conseil de Sizi. Il est trop bon. Vous êtes allé en Irlande, en tout cas toi, Seth Joe, t'es allé en Irlande pour tourner le clip de Par ici. Yes. On regarde un extrait, on en parle après. Comme ça que je me guéris, reportage sur Mérine, travailler mes rimes, dire que je le mérite, je suis le perso d'une série, à très petit budget, des ambitions terribles, est-ce que je vais serrer, rayer le numéro de série, je m'acharne et j'en finis pas, je veux plus voir sa tête, assis peut-être se faire éclater en... Comment ça s'est passé ce tournage et pourquoi vous avez choisi d'aller tourner là-bas? Ce qu'il faut savoir, avant toute chose, c'est qu'il est resté bloqué à l'aéroport de Charles de Gaulle, parce que son passeport n'était pas à jour. Il n'a malheureusement pas pu venir. Il était périmé de 5 jours. Voilà, 5 jours de... Ouais. Et j'ai mis trop de temps à le refaire et donc j'ai pas pu aller au tournage. Ok. Voilà. Mais une fois que ça s'est passé là-bas, une fois qu'on y était, c'était incroyable. On est resté en fait une semaine, histoire de voir quelques jours avant pour parce qu'on avait un contact sur place en fait qui nous a présenté à cette communauté-là, qui est donc les Travelers d'Irlande. C'est des communautés de gens du voyage qui sont très peu. Ils sont moins de 40 000 dans toute l'Irlande, alors que c'était un peuple qui était là, on va dire, depuis le début et qui a voulu garder son style de vie, qui lui est cher. Et ils sont très opprimés, mis à l'écart, etc. Et du coup, c'est un peu compliqué de rentrer en contact avec ces gens-là, mais on a réussi à avoir un contact. Bref, on est allé sur place, on a pris quelques jours pour d'abord boire quelques Guinness avec eux et voilà, montrer qu'on avait des bonnes intentions, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent les voir pour finalement un peu pointer du doigt leurs défauts, etc. Nous, on leur a expliqué moi, en tout cas, ce que je voulais, c'était montrer leur liberté, leur façon de penser, le mouvement, toujours aller justement, ne jamais s'éterniser quelque part, rencontrer les gens, etc., ce qu'on parlait tout à l'heure. Il symbolisait pour moi parfaitement ça. Et du coup, on est allé sur place, on s'est fait des potes, hein, finalement. Mais moi, j'ai juste une question. Ils ont vu le clip ou pas? Bien sûr, ils ont vu le clip, ils ont tous partagé. Tous les Riley, Up to Riley d'ailleurs, big up à cette famille incroyable, qui est donc la famille qu'on voit dans le clip. Et ils ont tous partagé, ils m'ont tous sur Facebook. Ils sont très 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 forts au niveau soutien. Super. Et lui, c'est le petit Rocky. Ouais, c'est le petit McGregor, lui. Ouais, lui, il est incroyable. Il a 11 ans. Là, il s'entraîne sous 3 degrés. Il est trop chaud. Donc, toi, t'as fait du MMA pendant pas mal de temps. Ouais, pendant 11 ans. Et du coup, c'est vrai qu'il m'impressionne, ce jeune. Pourquoi t'as arrêté? Parce que tu t'es fait... Je me suis fait briser plusieurs dents. C'est ça que tu t'appelles Seth Joe. C'est ça, en fait, je me suis brisé plusieurs dents. Pas vraiment la mâchoire, mais disons que dès que je me suis fait exploser, il y a un pote à moi, il m'a dit « Ouais, c'est pas grave, de toute façon, si t'as perdu une mâchoire, t'en as 7. » C'est devenu une blague, en fait. Et du coup, après, c'était le blast sur les jeux vidéo. Et ensuite, quand j'ai fait du rap, c'est devenu mon blast, du coup. Tout à l'heure, on parlait des Travelers, qui, du coup, voient beaucoup d'endroits, voyagent beaucoup. Oui. Du coup, j'ai envie de vous demander, vous, c'est où que vous vous sentez le mieux? À quel moment vous vous sentez bien pour de vrai? Vous vous sentez chez vous?
Chez moi. Toi, il est bien, lui. Évidemment. Je peux dire ça. Ouais, je pense. Ouais, pour moi, c'est. Ou en studio. Ouais. Je me sens vraiment bien en studio. Ouais. Avec Seth ou un V, quelqu'un que je connais vraiment bien, genre Vald ou Joes. C'est vraiment trop cool. C'est à la détente, à la cool. ouf. C'est trop bien le studio. Ouais, je pense le studio aussi pour moi. Et Tokyo, bien sûr. Évidemment. Et un studio à Tokyo, ce serait incroyable, par contre. Ah ouais, ça serait double. Climax. Au Ishiran aussi, le restaurant de ramen de Tokyo, où tu sens très très bien. À 3-4 heures du matin sur Shibuya. Oui, c'est C'est magnifique. très bien. J'ai pas trouvé bien, quoi. Ouais. Tous les deux, vous êtes des débrouillards. À jamais. Vous êtes des autodidactes. Pas mal. C'était pas mal. Ouais, t'es bof. C'était pas mal. Oui. Donc, On va devoir conclure l'interview parce que c'est déjà la fin. ah ouais, déjà. Mais ok. est-ce que vous voulez donner des conseils un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer et qui est peut-être qui aussi pense qu'il n'a pas les capacités, mais qui doit beaucoup travailler pour réussir, pour atteindre son but? Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? Bah, je pense que c'est taffer. Être assidu, travailler, Toujours. jamais relâcher. Et pas se comparer aussi. Ouais, c'est ça. Ça peut être très décourageant de se comparer aux autres. Ouais. Donc voilà, travaille, mets-toi des œillères et fonce. Et C'est ça. voilà, ça va forcément péter, j'espère. Et essaye de trouver pas mal de contacts. Enfin, moi, après, c'est un peu compliqué, mais ce que je disais, je l'explique des fois sur ma page Instagram, c'est que pour un beatmaker, il peut avoir les meilleurs prods de la Terre, mais s'il n'a pas de contact, ça marche pas, tu vois. Et moi, ce que j'ai fait, par exemple, c'est que je suis passé par les amis des rappeurs, les choses comme ça, ou un frère, un cousin, j'allais au Planet Rap, j'allais à la fin des concerts, j'écoutais même pas le concert, j'allais juste donner des CD. C'est ça, en fait, c'est le charbon, en fait. Il faut y aller, faut y aller au culot et ça va marcher. À un moment, quelqu'un va prendre ta clé, il va ouvrir, il va mettre une instru et ça va, C'est incroyable ça. et ça va le faire. C'est comme ça. J'avais dit que c'était la dernière question, en fait, c'est vraiment la dernière. Yes. Ouais. Et elle a rien à voir avec le reste, mais j'ai quand même envie de vous poser la question. Si vous étiez des animaux, vous seriez quoi? Un animal. Ah putain, Attends, je réfléchis. c'est pas mal ça. Ou alors Sizi, si cette chose était un animal, il serait quoi? Et cette chose, si Sizi était un Attention. animal, il serait quoi? Tu serais un serpent, je pense. Ok, C'est pas mal, mais un vrai serpent, un serpent de moula. ok, d'accord. Ouais. Non, ça va, ok. Merci. Quand Et même. toi, tu serais un renard. Oh, Sten. Hmm. Ah, t'es mon gars de ouf. Un gars. Ouais, un renard, frère. C'est chaud. Voilà, le serpent et le renard. Fort. La nouvelle fable. Exactement, le serpent et le renard. C'est vrai que ça ressemble à une fable. Pas mal. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi. Merci beaucoup. Et merci à Click. Merci. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.